Bienvenue dans cette capsule sur la disparition des reliefs, capsule donc qui fait partie de la partie 2 sur les continents et leur dynamique. Disparition des reliefs donc qui suit la construction donc de ses propres reliefs, donc par collision et par subduction, comme on l'a vu dans les chapitres précédents. On constate de nombreux indices de disparition de relief, que ce soit en vision satellite ou en observation sur le terrain. Et donc on constate aussi donc d'anciens reliefs disparus et les reliquats de ces reliefs. Donc on va diviser le chapitre en 4 parties avec dans un premier temps une comparaison entre les massifs âgés qui ont subi l'érosion et les massifs récents qui sont en train de le subir. On va travailler ensuite sur l'érosion des roches pour comprendre comment ça se passe sur le terrain, comment ces produits d'érosion des roches vont être transportés et sédimentés, et ensuite comment les phénomènes tectoniques vont permettre de participer à l'aplanissement donc de ces reliefs. Dans ce premier paragraphe, on va comparer donc les massifs anciens et les massifs récents. Les massifs anciens donc qui montrent un relief très doux avec une altitude relativement basse, 800-900 mètres d'altitude, alors qu'ici par exemple dans les Alpes on a une altitude beaucoup plus importante et un relief très anguleux. Ce qu'on constate globalement sur l'ensemble des massifs récents qui sont une altitude importante, avec évidemment les massifs anciens type massif central, massif armoricain, Ardennes ou Vosges qui ont des altitudes bien inférieures. En ce qui concerne les roches visibles donc à l'affleurement au niveau des massifs anciens, massif central, massif armoricain par exemple, comparé avec massif récent, on s'aperçoit ici de la prédominance donc des roches marquées en rose et en rouge dans ces deux massifs anciens, donc des roches qui sont du type granit pour le rouge ou bien migmatite ignex pour les roses, ce qui montre bien l'importance de prédominance en surface donc de ces roches formées en profondeur ou transformées en roches de type roche métamorphique, donc qui ont subi des modifications et transformations liées à la pression et à la température. Autre élément important de comparaison, c'est la profondeur du Moho. On est ici au niveau des Alpes ou des Pyrénées ici, avec un Moho qui est profondeur importante. On est de 50 km voire au-delà, alors que dans le massif ancien, on a une profondeur qui est relativement classique, on va dire normale pour une côte continentale, aux alentours des 30 km, voire inférieure au niveau même du massif central. Donc premier élément déterminant dans l'aplanissement donc des reliefs, ça va être donc l'usure en surface qui va se créer grâce aux agents atmosphériques notamment, qui va être donc on va appeler donc l'érosion des roches. Concernant par exemple ici la roche continentale classique, le granit, on constate par rapport à un granit en masse qu'on peut retrouver dans certaines carrières par exemple, un granit qui est pas du tout désagrégé, altéré. On a ici en surface des blocs granitiques qui sont séparés les uns des autres par des ce qu'on appelle des diaclases, et puis une sorte de poudre qu'on va un petit peu mieux voir sur la prochaine diapositive, une poudre qu'on appelle une arène granitique. Donc on va essayer de comprendre comment on passe d'un bloc bien compact à une arène granitique. Alors la structure du granit initiale, c'est une structure grenue avec trois minéraux essentiels, donc le feldspath, le quartz et la biotite. On a au niveau donc d'un granit ici qui est au niveau donc Donc la comparaison entre un granit sain avec les trois minéraux classiques, donc quartz, feldspath et biotite, on peut comparer donc avec un granit altéré ici, montre la présence donc encore de ces trois minéraux, mais avec notamment la biotite qui va être désagrégée. Et si on va un petit peu plus loin et qu'on regarde ce qu'il y a dans l'arène granitique, on va retrouver donc des feldspath, des quartz et des morceaux de granit qui ont été séparés, dans lesquels on pourra retrouver encore certains minéraux de biotite. Alors comment se fait cette altération du granit sain en arène granitique?
Eh bien, on constate dans le stade intermédiaire que certains minéraux, comme la biotite par exemple, vont être très désagrégés. C'est ce qu'on constate aussi au microscope quand on regarde le chlomicta noir, la biotite, qui va être remplacé partiellement par des minéraux argileux. On constate la même chose un petit peu moins importante pour le feldspath, qui vont être finalement remplacés par ces minéraux type kaolinite ou gypsite, qui sont des minéraux argileux. Donc cette altération va avoir comme conséquence de désolidariser les différents minéraux entre eux. Le quartz étant très résistant, il va rester en place, et par contre donc le mica noir ayant tendance à s'altérer facilement, l'espace entre les minéraux va se créer, et donc les différents minéraux vont pouvoir se séparer par petits blocs les uns des autres. Donc la transformation du granit sain en arène granitique, c'est une altération chimique. Altération chimique dont l'agent est l'eau. L'eau donc qui arrive sur le massif granitique, dans la composition ici est l'eau de pluie, et l'eau qui va donc traverser donc le massif granitique. Quand on compare la composition, on voit un enrichissement important en différents types d'ions, le sodium, potassium, calcium, magnésium, hydrogénocarbonate, ici, sont très importantes. Donc cette augmentation est évidemment liée aux différents composants du granit, donc les différents minéraux, qui contiennent ces éléments minéraux. Cette réaction, c'est la réaction d'hydrolyse, donc grâce à l'eau, dans laquelle un minéral d'origine va devenir un nouveau minéral, et un certain nombre d'éléments, donc des ions, qui vont constituer ce qu'on appelle la solution de lessivage. Prenons l'exemple de la biotite pour comprendre comment se fait cette hydrolyse, donc avec ici la formule chimique de la biotite, l'eau, l'argile formée donc de type kaolinite, et ensuite donc ce qui va constituer des éléments donc minéraux, donc soit ici donc des cations qui vont précipiter, comme on le voit dans ce graphique ici, soit ici donc des anions qui vont être solubles, qui vont partir dans la solution de lessivage, que ce soit donc la silice ou le potassium. Donc, deuxième exemple de roche qui va subir l'altération chimique, une roche sédimentaire qu'on va trouver en quantité importante dans les chaînes de montagne, donc le calcaire qui va être altéré donc grâce encore une fois à l'eau de pluie qui va produire donc une hydrolyse. Alors quand on compare la composition donc de l'eau de pluie avec l'eau qui a circulé dans le calcaire, on voit un enrichissement important en certains ions, donc notamment le calcium, mais aussi évidemment les ions hydrogénocarbonate. On met ça en relation avec évidemment la composition du carbonate du calcaire, qui est un carbonate de calcium, et avec l'enrichissement donc en CO2 de l'eau de pluie, qui va faciliter cette hydrolyse. On va donc avoir une altération du calcaire qui va se faire en forme de fissures qui vont s'agrandir plus ou moins, créer des cavités donc visibles dans le relief, dans certains reliefs karstiques, des sortes de grottes souterraines, ou alors en surface, comme ici à Madagascar, les tsingis de Bemaraha, qui vont donner ces paysages uniques au monde. Donc on a établi ici l'échelle des résistances des différents minéraux, résistance à l'altération, avec les minéraux les moins résistants, olivine, pyroxène, plagioclase, les plus résistants, donc le quartz. Si on regarde les minéraux du granit, on a la biotite, feldspath et quartz, donc la biotite qui va s'altérer en premier. Donc dans ce diagramme synthétique, on a ici les différents minéraux. Le quartz qui est quasiment inaltérable, qui va constituer les grains de sable. Les autres minéraux qui vont donner donc les particules argileuses par altération ou des sels dissous. Le feldspath pouvant participer selon le degré d'altération avec quelques mica aux certains sables. Un autre élément qui va participer à l'érosion des roches, c'est l'érosion physique. Érosion par des agents physiques, donc par exemple le vent et le sable qui peuvent
user les roches. Les variations de température vont être aussi très importantes, notamment liées à ce qu'on appelle la gélifraction, c'est-à-dire l'eau qui va se geler et qui va ensuite fondre et ainsi de suite pour créer des fractures qui vont s'agrandir. On a aussi des glaciers qui peuvent éroder donc les vallées glaciaires, les vallées donc de montagne. Et on a aussi l'importance donc des racines en surface qui peuvent grâce à certains acides éroder et altérer donc les roches. On retiendra que quelle que soit la roche avec de l'eau va donc hydrolyser les minéraux. On aura une action complémentaire des facteurs d'érosion physique qui va donner donc des minéraux inaltérés, le quartz dans notre exemple précédent, des minéraux néoformés, l'argile, des hydroxydes insolubles et des ions qui vont et des oxydes qui vont être transportés par l'eau. Donc ces éléments qui proviennent de l'altération des roches vont être transportés puis sédimentés. On a pris un exemple ici de la Loire, donc dans lequel on a recueilli les différents sédiments. Donc, les éléments qui proviennent de l'altération des roches vont être transportés et sédimentés. Et on va prendre un exemple ici au niveau de la Loire avec le massif central et différents points où on va étudier les sédiments transportés par ce fleuve. Donc on a comparé la taille des grains en bleu, donc plus en violet, en rouge Orléans et en vert à Nantes. Donc plus on s'éloigne de l'origine, plus la taille des grains diminue, donc ce qui est évidemment lié à l'érosion, à l'usure de ces grains au cours de leur transport. Donc les facteurs qui vont déterminer le devenir des différentes particules, donc transport, sédimentation ou érosion, sont la vitesse du courant essentiellement et la dimension des particules. Donc, en fonction de l'un ou de l'autre, on aura soit un transport, soit une sédimentation qui se mettra en place, voire transport et érosion si la vitesse du courant est importante. Donc si on reprend l'érosion globalement au niveau des Alpes, on voit que l'érosion donc a produit un certain nombre de particules qui ont pu se déplacer au niveau du Pô ou du Rhône pour s'accumuler dans des bassins sédimentaires, avec ici une épaisseur jusqu'à 8 km et donc avec un volume de sédiments qui est très très important. Ces sédiments donc qui arrivent dans le bassin sédimentaire vont aller d'autant plus loin qu'ils sont fins et donc vont pouvoir s'accumuler au niveau donc de la marge passive des blocs basculés ou alors au niveau du talus et voire de la plaine abyssale pour les argiles par exemple. En ce qui concerne les éléments dissous, donc type calcium ou hydrogénocarbonate, ces éléments vont pouvoir être intégrés dans les êtres vivants. C'est pour ça qu'on parlera de sédimentation biochimique au niveau par exemple des récifs coralliens où ces éléments vont intégrer le carbonate de calcium dans les squelettes coralliens ou les coquilles de mollusques ou certaines algues. Voilà, donc l'érosion n'est pas tout, il y a aussi les phénomènes tectoniques qui vont intervenir dans la pénéplation. Alors il y a un élément donc qui va intervenir, c'est la remontée de la racine crustale, on en a déjà parlé, on a déjà calculé sa valeur. Lorsqu'il y avait une érosion par exemple de 1000 mètres, eh bien la remontée finalement de la racine crustale se faisait de plus de 800 mètres. Alors cependant, on a montré que l'érosion ne pouvait pas être suffisante. Pour ramener la racine crustale de 50 à 30 km, il faudrait, avec ces deux processus, plusieurs centaines de millions d'années. Or, une érosion, une pénéplation de chaîne de montagne ne demande que quelques dizaines de millions d'années, 50 millions d'années en général. Ceci s'explique par un autre mécanisme qui va intervenir dans l'aplanissement donc des chaînes de montagne, qui est l'effondrement gravitaire. On constate en effet au niveau des chaînes de montagne comme les Alpes de nombreuses séismes qui sont liés à l'extension actuellement avec des failles normales qui vont se trouver de façon assez importante. Les données GPS actuelles confirment cette extension qui existe en ce moment au niveau de la chaîne de montagne. Donc on parle alors d'une extension post-collision par effondrement gravitaire. Donc mécanisme d'extension que l'on peut schématiser de cette façon-là.
On finira par ce schéma de synthèse qui permet de montrer le recyclage de la croûte continentale.